Magnétisme, astrologie, envoûtement, sorcellerie, chamanisme. Il y a là une croyance selon laquelle nos actes peuvent influencer l'avenir de manière quasiment surnaturelle. Pour affronter le stress et gérer la pression de la performance, les plus grands sportifs sont prêts à tout. Ce que veut faire un sportif en ayant une superstition, d'ailleurs il ne le fait pas forcément exprès, c'est limiter la part d'aléatoire qu'il y a dans le sport. En fait, que ce soit le rebond d'un ballon, le climat, la blessure, tout ça, le sportif ne peut pas forcément le maîtriser. Et en ayant une superstition, il peut croire que tout ça va être maîtrisé à l'avance. La superstition est donc monnaie courante chez les athlètes. La victoire n'est possible qu'avec un mental d'acier. Et pour cela, les sportifs n'hésitent pas à s'en remettre au mystique. Certains font de leur croyance un mode de vie pour aborder un match de la façon la plus sereine possible. La croyance nous permet aussi d'avancer, de prendre confiance en soi. Il y a quand même une notion de confiance. Quand on est face au meilleur, il faut savoir avoir d'autres arguments que le sport. Il y a aussi le mental et on va avoir ce côté spirituel qui va nous aider à nous surpasser. Gris-gris, amulettes, talismans, quelle que soit leur culture, tous les plus grands sportifs les utilisent. Certains veulent juste faire parler d'eux, d'autres s'en servent pour construire leur légende. Un petit plus qui peut faire la différence, quitte à aller vraiment loin dans leurs déclarations sans se soucier des caméras. Quel joueur a été enlevé par des aliens? Quel sélectionneur déverse de l'eau bénite pour chasser les esprits maléfiques? Quel joueur ne dispute pas un match sans avoir consulté les astres? Réponse tout de suite dans notre top 20. En 20e position, Souleymane Diawara. Si certains croient en leur bonne étoile, le footballeur, lui, croit en sa paire de gants. Il ne dispute pas un match sans. Pourtant, il n'est pas gardien de but puisqu'il évolue au poste de défenseur. Que ce soit à l'Olympique de Marseille ou avec l'équipe du Sénégal, le joueur ne se sépare jamais de son gris-gris. Ce qui est très intéressant dans les chaussettes porte-bonheur, dans les gants porte-bonheur pour Souleymane, eh bien, c'est qu'on est auto-conditionné. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on va se dire que ce bracelet ou ces gants vont nous porter chance. Et du coup, dans notre inconscient, on va toujours travailler en se disant de toute façon, je vais gagner parce que cela va me porter chance. Il s'auto-conditionne et ça lui permet d'être beaucoup plus fort. Du conditionnement ou de l'hypnose, il faut croire que le footballeur arrive à s'immuniser contre les climats les plus durs. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations, où les températures dépassaient les 40 degrés, il n'a pas quitté ses gants. Mais là-bas, cela n'a choqué personne. Les talismans et autres croyances font partie intégrante de la culture. Les croyances et superstitions, je pense qu'elles sont présentes dans de nombreuses cultures, mais qu'elles sont peut-être plus visibles sur le continent africain, où là, vraiment, on n'hésite pas à assumer qu'on va aller consulter un marabout, qu'on a des gris-gris, qu'on a des rituels, des chants, des danses. Force divine ou non, le footballeur a un beau palmarès. Après 4 coupes de la Ligue remportées avec 3 clubs différents, il est le recordman du nombre de victoires dans cette compétition. À suivre dans le top 20 sur les croyances et les athlètes, des révélations mystiques, des histoires à la limite du paranormal. Coup marketing ou foi inébranlable, une chose est sûre, pour ce sportif, c'est le chemin vers la réussite. Retour dans le top 20 sur les croyances les plus folles des sportifs. Après les gants divins de Souleymane Diawara, voici le numéro 19, toujours dans le milieu du football, Luis Fernandez. Ancien footballeur international français, Luis Fernandez s'est reconverti en entraîneur une fois sa carrière de joueur terminée. Outre sa sucette qu'il ne quittait pas lors des matchs, l'entraîneur avait pris l'habitude de jeter une pincée de sel derrière chaque but avant le début des matchs. Objectif, chasser le mauvais esprit. C'est assez marrant que cette superstition soit venue après, quand il était entraîneur, parce qu'en fait, quand on est entraîneur, on maîtrise moins son sujet pendant un match. Au final, tout ce qu'on peut faire, on le fait avant un match. Du coup, mettre du sel derrière les buts, c'est aussi une façon de dire, bah voilà, je vais aussi essayer d'apporter quelque chose pendant le match que je ne peux pas forcément apporter puisque je suis plus joueur. Et d'essayer de maîtriser un petit peu plus les événements par cette superstition-là. Depuis le Moyen-Âge, le gros sel est utilisé pour conjurer les sorts ou nettoyer les mauvaises énergies. Mais cette croyance peut se retourner contre lui. Et oui, s'il chasse le mauvais œil, cela peut être à l'avantage de l'adversaire. Aujourd'hui, Luis Fernandez a laissé les terrains de foot pour les plateaux télé. Mais continue-t-il à jeter du sel derrière les micros avant ses interviews ? Un autre sportif qui doit sa carrière à un objet fétiche, Michael Jordan. L'icône du basketball a porté son short universitaire de North Carolina sous son équipement tout au long de sa carrière.
Après avoir remporté le titre universitaire, ce qui est exceptionnel, Michael Jordan décide de continuer à porter ce short pour son premier match en NBA. Il ne le quittera plus et deviendra une légende. Quand Michael Jordan a décidé de mettre son short universitaire sous son uniforme des Chicago Bulls, il faut savoir qu'à l'époque, les shorts étaient beaucoup plus courts que maintenant. Donc, le short du dessous pouvait se voir. Donc, ça a conduit l'équipementier à allonger légèrement la taille du short et de faire venir le short vraiment juste au-dessus des genoux. Et c'est un peu ce qu'on peut dire, ce qui a lancé la mode des baggy shorts et des shorts plus larges des basketteurs américains. Michael Jordan aura donc marqué l'histoire du basket par son talent, mais avec sa superstition, il aura également révolutionné la mode vestimentaire des basketteurs du monde entier. Certaines croyances conduisent les sportifs à des comportements irrationnels, voire un peu fous. À la 17e position de ce top, le pilote Felipe Massa. Le Brésilien, pour remporter la course, s'est mis en tête de porter le même caleçon, parfois 3 jours de suite. Imaginez la chaleur d'un monoplace combinée au stress et à l'énergie dépensée lors d'une grosse compétition. Même s'il gagne ses grands prix, niveau hygiène, le pilote est disqualifié. L'ancien rugbyman Christophe Dominici est un féru de tarologie. Si son talent est indéniable, le joueur a toujours été atypique. D'abord pour ses croyances divinatoires, mais surtout pour sa morphologie. Il était l'un des plus petits gabarits du rugby, 1,72 m pour 82 kg. La force de son jeu, il l'a puisée dans son mental hors du commun. Une qualité qu'il travaille encore avec un préparateur mystique. Dans son livre « Bleu à l'âme », il confie ne jamais prendre de grandes décisions sans avoir consulté les cartes au préalable. Pourtant, ce jeu aurait pu s'avérer dangereux à la veille des matchs. La problématique, c'est en sachant que l'on va perdre, on va aussi s'auto-conditionner pour perdre. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner le meilleur de nous-mêmes. On ne va pas se dire, bon, aujourd'hui, je vais donner le meilleur de moi, je vais donner le maximum d'énergie. Non, parce qu'il va se préserver et il va donner moins d'énergie. Ça veut dire que déjà, sur certains matchs, il ne va pas du tout se conditionner pour les gagner, ce qui est dommage. À la 15e place de ce classement, Evander Holyfield. Tout le monde se souvient de ce combat mythique face à Mike Tyson. Holyfield remporte les 2 premiers rounds. À 40 secondes de la fin du 3e, les 2 hommes sont au corps à corps quand leurs têtes se rapprochent. Tyson tourne son visage vers Holyfield et lui arrache un bout d'oreille. Ce que les gens ne savent pas, c'est que j'avais vu un prophète avant le combat qui m'a dit « Cet homme va te faire quelque chose de mal. Ce sera sur ton visage. Mais rappelle-toi de garder ton esprit tourné vers Dieu. » C'est ce que cet homme m'a dit. J'ai dit à mon entraîneur, Tim Hallmark, « T'as entendu ce qu'il a dit? Rappelle-moi de garder mon esprit tourné vers Dieu. » Quand il m'a mordu l'oreille, j'ai sursauté. Je me suis retourné et il m'a poussé. Je suis devenu fou. Et mon entraîneur m'a dit, « Garde ton esprit tourné vers Dieu. » J'ai respiré profondément, je l'ai regardé et je me suis dit, « Ok. » J'étais tellement en colère. J'ai demandé au Seigneur, « Pourquoi tout ça ?» Il m'a dit qu'il fallait lui pardonner. Même l'un des plus grands boxeurs faisait appel au service d'un chaman à la veille de ses combats. En tout cas, que l'on y croit ou pas, c'est grâce à ses prédictions qu'Holyfield maîtrisa sa colère. Ils sont nombreux dans le milieu du foot à consulter des sophrologues, magnétiseurs ou préparateurs mentaux. On les appelle aussi les mentalistes. Les mentalistes exercent une forme de psychologie basée sur l'introspection. Donc on va au plus profond du sportif pour essayer d'une certaine manière de purifier son esprit et par la purification de son esprit également purifier son corps. Ludovic Obraniak en fait partie. Le footballeur a son propre magnétiseur pour le préparer avant et après chaque match. Certains sportifs font appel à des mentalistes quand par exemple ils ont des blessures qui se prolongent ou des périodes où ils sont moins performants sur le terrain, qu'ils ont du mal à trouver les réponses dans l'aspect purement sportif. À ce moment-là, ils vont voir des mentalistes. Le sujet reste tabou, pourtant la plupart des grands clubs ont leurs préparateurs mentaux. Pendant longtemps, cela avait été vu comme une faiblesse. Mais les opinions changent. C'est également une manière pour les clubs de contrôler quels spécialistes consultent les sportifs.
Numéro 13, Lyoto Machida. Le champion de MMA est un adepte de l'urinothérapie. Boire sa propre urine l'aiderait à se protéger contre la malchance. L'arme la plus importante d'un être humain, c'est son cerveau. À partir du moment où il est persuadé dans sa tête que ça le rend plus fort, ça va le rendre plus fort de toute façon. Il y a des gens qui ont besoin de croire en la religion, d'autres qui ont besoin de croire que tel ou tel produit ou telle nourriture va les rendre plus forts. Alors voilà, c'est une forme de foi aussi. Lui, il pense que boire son urine le rend plus fort et bénéfique pour lui. C'est sûr que quelque part, ça le rend plus fort. Si pour nous cette croyance paraît farfelue, au Japon, des médecins reconnaissent cette pratique. Le père de Lyoto Machida affirme même que l'urine nettoie le système et le rend plus fort. En remède médical ou superstition, une chose est sûre, nous ne trinquerons pas avec Lyoto pour sa prochaine victoire. À la 12e place, Rafael Nadal, l'homme aux multiples superstitions. Le tennisman entretient une relation mystique avec ses bouteilles d'eau. D'abord, il retire le bouchon très doucement, comme pour rester concentré sur son match. Et le plus surprenant intervient au moment où le match reprend. Nadal ne rejoint jamais le court s'il n'a pas placé correctement les étiquettes à la perpendiculaire de la ligne de fond de court. Ce qui est très intéressant avec le fait de mettre les objets à des endroits précis, ça fait un petit rapport avec le Feng Shui. Le Feng Shui, vous êtes dans une maison, il y a des endroits qui vont être plutôt liés à l'amour, plutôt liés à la richesse. Eh bien, on pourrait dire que en mettant juste à cet endroit ces deux bouteilles, ça peut tout changer. Rafael Nadal est donc très sensible aux énergies, mais sa manie du détail ne s'arrête pas là. Le multiple champion de Roland-Garros veille à ce que ses chaussettes soient toujours remontées à la même hauteur. Il s'essuie toujours le visage de la main gauche en premier et remonte son short avant chaque service. Enfin, la plus contraignante, il ne marche jamais sur les lignes du court entre les points. Quand il relève son caleçon ou qu'il ne touche pas une ligne, en fait, il est dans son repère et dans son cocon. À partir du moment où il va faire quelque chose qui n'est pas dans son repère, par exemple franchir une ligne, eh bien psychologiquement, il va être totalement déstabilisé. Donc il a besoin de se retrouver dans ses repères et dans son cocon pour se dire « Ok, je suis dans un endroit qui me sécurise, je fais les gestes habituels qui me sécurisent, du coup, je peux donner le maximum de mes capacités. » Restez attentifs, le top 20 continue. Dans quelques instants, vous découvrirez des histoires qui font peur. Les esprits prennent possession des sportifs. Les marabouts envahissent les terrains. A tout de suite dans ce classement des plus grandes croyances des superstitions. Retour dans le top 20 sur les croyances surnaturelles. Après avoir lu dans les cartes avec le rugbyman Christophe Dominici, nous avons de nouveaux rendez-vous avec les astres. Mais cette fois-ci, le passionné est un sélectionneur. À la 11e place de ce classement, Raymond Domenech. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France ne s'en cache pas, il est féru d'astrologie. Quand il sélectionnait ses joueurs, il prenait en compte leur talent, certes, leur caractère, mais aussi leur signe du zodiaque. Un mode de sélection qui n'a pas toujours été bien reçu par l'opinion. Ça a commencé à être très mal vu quand ces choix ont été mis en doute par la presse, notamment en 2005-2006, juste avant la Coupe du Monde, où il n'a pas sélectionné Robert Pires et où il a été dit qu'il ne l'a pas sélectionné à cause de son thème astral. Là, effectivement, ça a commencé à être très mal vu qu'un sélectionneur se base sur des critères autres que sportifs. Sélectionner les joueurs aux astres les plus favorables, dresser des thèmes astro pour mieux comprendre son équipe, Domenech est bien loin de l'image du sélectionneur responsable et confiant. En entraîneur, il a toujours eu la réputation d'être quelqu'un d'assez directif, sûr de lui et qui laissait peu de place à ses adjoints et qui en demandait beaucoup à ses joueurs et qui était très dur avec ses joueurs. En même temps, l'un n'empêche pas l'autre. S'il est convaincu de ce que racontent les étoiles, il aura la force divine de son côté pour diriger une équipe envers et contre tous. En 10e position, Michael Phelps. Le nageur a un rituel bien particulier ou plutôt un régime. Tout a commencé lors de ses premiers championnats nationaux. Pour se donner de la force, il a choisi de manger de la soupe de palourde au déjeuner et dîner pendant 6 jours de suite. Et la recette a fait ses preuves. Depuis, Michael Phelps se déplace toujours en compétition avec une boîte de palourde et a continué d'accumuler les records et les titres mondiaux. Reste une question, pourquoi la palourde? Peut-être le nageur cherche ainsi l'osmose parfaite avec le monde marin. Un autre sportif adepte des régimes alimentaires, le baseballeur Wade Boggs.
Sa superstition est si forte qu'aujourd'hui le joueur est surnommé Chicken Man. Il avait l'habitude de systématiquement manger une volaille les jours de match, à 14h pétantes, déclinant toute autre nourriture. Sa femme puisait dans plus de 40 recettes à base de poulet pour satisfaire son mari. L'heure a son importance. Après son festin, l'ami Boggs s'est chauffé à 17h17 précisément. On a des heures miroirs, 17h17, 11h11, 22h22. 17h17, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire volonté de dépassement, ça veut dire force créatrice et imagination. Donc, il se conditionne lui-même à se dépasser avant un match. Il ne choisit pas cet horaire pour rien. Régime miraculeux ou heure miroir décisive, Wade Boggs est l'un des rares joueurs à avoir remporté 5 fois le classement de la meilleure moyenne à la batte. Il a accumulé 3000 coups sûrs pendant sa carrière en seulement 18 saisons, ce qui fait de lui une légende du baseball. Maintenant qu'il est retiré du circuit, on se demande si sa femme continue les plats à base de poulet. Numéro 8, Giovanni Trapattoni. Le coach a une croyance bien commune, il est catholique. Jusqu'ici, rien d'anormal. En revanche, sa foi le conduit à des actes plutôt inhabituels. Il a été surpris lors de la Coupe du Monde 2002 en train de verser de l'eau bénite sur le terrain. C'est sa sœur, religieuse dans un couvent, qui lui aurait offert une petite fiole remplie du liquide divin censé chasser les esprits maléfiques. Giovanni Trapattoni a totalement assumé son geste lorsqu'il s'est fait prendre en flagrant délit, justement de jeter de l'eau bénite. Et il en a même rajouté en disant que lui-même, il était prêtre et que c'est lui qui confessait tous ses joueurs. L'entraîneur vit donc sa religion au grand jour. Finalement, rien d'exceptionnel. Ces pratiques sont très courantes dans le monde du sport. Beaucoup de sportifs sont un petit peu déracinés parce qu'ils partent très vite dans des centres de formation ou alors exercent leur sport très jeunes. Du coup, à un moment de leur vie, ils s'en remettent souvent à la religion. Voilà, pour trouver des réponses, pour trouver un réconfort qu'ils n'ont peut-être pas eu au début de leur carrière. Malheureusement pour Giovanni Trapattoni, l'eau bénite ne l'aura pas mené à la victoire. En 2002, l'aventure italienne s'est arrêtée en 8e de finale. À la 7e place de ce classement, une légende du golf, Tiger Woods. C'est la couleur rouge qui est révélatrice de son côté superstitieux. À chaque tournoi, il porte pour la dernière journée un polo rouge. Cette idée lui vient de sa mère, passionnée d'astrologie. Lorsqu'il jouait encore en amateur, elle lui aurait affirmé que le rouge était sa couleur de force. Cette croyance ne sort pas de nulle part. Chez les Romains, le rouge était déjà la couleur de l'énergie et de la vitalité, celle qui représentait le dieu Mars. Quoi qu'il en soit, le champion voit chaque finale en rouge et ça lui réussit puisqu'il collectionne les trophées. En 6e position, un autre champion, Björn Borg. Au départ, tout laisse à croire que le tennisman tient un pari avec un ami. En 1976, 4 jours avant Wimbledon, le jeune Suédois prend la décision de ne plus se raser jusqu'à ce que quelqu'un l'élimine du tournoi. À croire que ça lui a porté chance. Borg remportera 5 éditions du tournoi anglais. Chez les moines bouddhistes, on enlève nos cheveux. Pourquoi? Parce que c'est l'abnégation de nous-mêmes. On s'oublie. Alors que lorsque l'on fait pousser sa pilosité et du coup sa barbe, on se met en état de puissance et de force. On n'est plus dans l'abnégation, on est vraiment dans l'idée de se donner, de se montrer et de montrer sa force. Depuis, ils sont nombreux à avoir tenté l'expérience d'une pilosité porte-bonheur dans tous les sports. C'est le cas du rugbyman Sébastien Chabal. Il a laissé pousser sa barbe au moment où il commençait à se faire connaître pour ses performances. En tout cas, une chose est sûre, les deux sportifs ont basé une partie de leur communication autour de leur barbe. Et on se souvient d'eux pour leur jeu, mais aussi pour leur pilosité. La barbe, pour forger sa légende, pourquoi pas? Numéro 5, Patrick Roy. Le hockeyeur Patrick Roy est certainement l'un des meilleurs gardiens de but. On l'appelle Saint Patrick parce qu'il fait des miracles, mais aussi parce qu'il est très superstitieux. Il entretenait une relation quasi spirituelle avec son équipement et ses cages. Il a une personnalité très individualiste, finalement il est assez coupé de l'équipe. Le gardien de but, il fait des choses que les autres joueurs de champ ne font pas. Et notamment au hockey, où on a des protections qui sont différentes. Tout l'attirail du gardien de but de hockey est extrêmement lourd. Et donc tout ça fait qu'il s'est forgé des superstitions, notamment quand il revêt ses protections. C'est les mettre chacune, l'une après l'autre, de telle façon, sans y déroger.
c'est être dans sa bulle, c'est parler à ses poteaux. Parler à ses poteaux? Absolument. Le hockeyeur entretenait également une relation particulière avec le palais, puisqu'il avait l'habitude de jongler avec avant les relances. Folie ou superstition, Patrick Roy reste l'un des gardiens les plus respectés. Pendant des années, il a accumulé les victoires et les trophées. On laisse les superstitions de côté pour le paranormal. À la 4e place de ce classement, Baron Davis. Le basketteur a fait des révélations étranges lors d'une interview. Il aurait été enlevé par des extraterrestres alors qu'il conduisait de Las Vegas à Los Angeles. Et là, il rentre vraiment, il va loin dans les détails en expliquant qu'il s'est fait enlever, que les aliens qui étaient en quelque sorte des humains, mais vraiment horribles, lui ont touché le nez, lui ont attaché les bras. On connaissait le caractère farfelu du joueur NBA, mais là, il va un peu loin. En réalité, Baron Davis, blessé au genou, a dû suspendre sa carrière pendant 1 an. Avec cette histoire d'alien, il a donc vu un moyen plutôt original de faire parler de lui, mais pas forcément efficace. Dans le sport, faut avoir des performances, donc qui fasse des coups marketing comme ça va pas l'aider à signer un contrat dans un club, ça va peut-être l'aider à signer un contrat avec un sponsor, avec un partenaire, un équipementier, mais vraiment pour qu'un entraîneur prenne la décision d'embaucher ou qu'un club décide d'embaucher ce joueur, il faut plus pour les convaincre. Visiblement, cela n'a pas marché puisque Baron Davis n'a toujours pas retrouvé les parquets de la NBA. Peut-être aura-t-il plus de chance sur Mars. Restez avec nous pour enfin connaître les 3 premiers du classement, qui portent des colliers faits de dents d'animaux, qui voyagent à travers des failles spatio-temporelles. C'est tout de suite dans le top 20 sur les croyances des plus grands sportifs. Retour dans le top 20 des superstitions et croyances de nos champions avec Turk Wendell à la 3e place. C'est l'un des joueurs de baseball les plus superstitieux. D'abord, il porte un collier avec les dents de ses trophées de chasse en guise de gris-gris. Une manière de se protéger et peut-être d'effrayer l'adversaire. Est-ce que c'est efficace? Là, on a la limite de la magie noire, du vaudou et de toutes les pratiques occultes. Si le talisman n'a aucun effet sur l'adversaire, les manies du baseballeur peuvent le décontenancer. Entre chaque manche, Turk Wendell rejoignait le banc pour prendre soin de sa bouche. Au baseball, ils ont tous un vestiaire qui est un petit peu abrité. Et comme il y a quand même pas mal de changements entre l'attaque et la défense, il avait le temps de se laver les dents sur le côté, donc on le voyait faire. Et surtout, dans le sport, en général, on voit les joueurs boire. Ils boivent un petit peu, ils peuvent peut-être, les tennisman, manger une banane, manger une barre de céréales. Mais là, c'était vraiment des bonbons, du réglisse. Et vraiment, c'était des gros morceaux de bonbons. Le joueur mâchait exactement 4 morceaux de réglisse par match. Alors, rituel ou superstition, une chose est sûre, les propriétés du réglisse doivent avoir des effets surnaturels puisque Turk Wendell est devenu l'un des meilleurs baseballeurs. Pour rendre hommage à ses différentes croyances, en 2000, l'équipe des New York Mets signe avec lui un contrat de 9 999 999 $, en référence à son numéro d'uniforme, le 99. En seconde position de ce classement, non pas un sportif, mais une équipe de football. Celle de l'Équateur. Là-bas, les chamans sont reconnus officiellement comme de véritables médecins. Personne ne remet en cause leur légitimité sociale. Le football ne fait pas exception. Lors de la Coupe du Monde de football 2006 en Allemagne, l'équipe est venue accompagnée d'un chaman pour purifier les 12 terrains utilisés. C'est pour aider l'équipe à se préparer, à communier. Au sens propre comme figuré avant les matchs. Et c'est vrai que pour les Occidentaux comme nous, ça peut paraître un peu folklorique, mais dans ces continents-là et dans ces pays-là, c'est quelque chose d'extrêmement courant, même d'aller dans le religieux et d'effectuer des prières sur le terrain. C'était le cas notamment de l'équipe du Brésil qui, en 1994 et en 2002, après leur victoire en Coupe du Monde, ils se sont réunis, tout le staff, tous les joueurs, autour du terrain pour former une ronde et prier ensemble. Pour l'équipe d'Équateur, les bonnes énergies envoyées par le chaman auront profité à d'autres, notamment à David Beckham. En 2006, l'Équateur s'incline face à l'Angleterre, 1-0. Le top du top des plus grandes croyances revient à Georges Saint-Pierre.
Le champion du UFC canadien confesse dans une interview avoir régulièrement des trous de mémoire. Jusque-là, on se dit qu'il a reçu quelques coups en trop, mais il les décrit comme des failles spatio-temporelles. Georges St-Pierre regarde l'heure, il tourne la tête, regarde l'heure à nouveau et affirme qu'il s'est écoulé 3 heures en une fraction de seconde. Le champion parle même de la possible existence d'un monde parallèle. Je pense pas que ça soit une question d'avoir pris trop de coups, parce que c'est quelqu'un, même s'il a pris des coups, il n'en a pas pris plus que la moyenne. C'est quelqu'un avec qui on peut avoir une conversation très sensée. Il montre pas des signes alarmants de troubles neurologiques, donc non, c'est son truc à lui. S'il croit qu'il y a des petits hommes verts qui l'ont kidnappé un jour, voilà. Georges St-Pierre avoue lui-même ne pas comprendre ce qu'il se passe lors de ses blackouts. Il y a également d'autres explications, plus mystiques. C'est la transmigration, c'est-à-dire qu'une âme vient dans son corps et lui dit « Bon, bah, oust, ton âme, je n'en veux plus et je vais prendre possession de ton corps et je vais faire des choses. Je vais bouger, je vais peindre, je peux faire plein de choses. » S'il s'agit d'une âme qui a pris possession du corps de Georges St-Pierre, elle doit être celle d'un guerrier. Le champion du UFC est le meilleur au monde dans sa catégorie. Sur 27 combats, il en a gagné 25, dont 8 par KO. Voilà, le top 20 des superstitions et croyances est terminé. Une chose est sûre, quel que soit leur talent et leur entraînement, les sportifs ont tous un point commun, un mental hors norme. Et s'ils arrivent à se dépasser, c'est peut-être grâce à leurs superstitions.